Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Ituri et je suis le cofondateur d'Anomia, le cabinet de conseil en stratégie qui rend le pouvoir aux avocats. Au cours de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela qu'est né Objectif Client, le podcast qui laisse la parole aux clients des avocats pour qu'ils nous parlent de leurs conseils. Aujourd'hui, je reçois Omar Fjer, directeur chez Ardian Real Estate, la branche immobilier d'Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Omar. Bonne écoute. Omar Fjer, bonjour et bienvenue dans ce podcast. Bonjour. Merci de me recevoir ici chez toi, dans le plus strict respect des règles sanitaires évidemment. Tu es directeur chez Ardian Real Estate, c'est bien ça ? Absolument. Il n'y a pas erreur sur la personne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, avant qu'on parle d'Ardian, de ton parcours en 2 minutes ? Comment est-ce que tu es arrivé à ce poste-là ? Déjà, bienvenue à la maison. Merci. Moi, je suis diplômé depuis longtemps maintenant, en fait. On vieillit aussi, mais depuis 2008 d'HEC. À la sortie de l'école, comme beaucoup de monde, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire de ma vie. Des choses qui arrivent. Et du coup, j'ai rejoint un peu par hasard une boîte qui s'appelle Unibail-Rodamco, qui est le principal opérateur de centres commerciaux en Europe. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière. Donc, je suis tombé dans l'immobilier vraiment par hasard. Et ça m'a beaucoup plu. Je suis resté dedans puisque j'ai fait du coup donc de la gestion de centres commerciaux chez Unibail-Rodamco. Ensuite, j'ai fait de la gestion et de l'investissement bureau dans une foncière côté qui s'appelle SFL, Société Foncière Lyonnaise. D'accord. Qui est très parisienne comme son nom ne l'indique pas. D'accord. Et ensuite, j'ai eu justement l'opportunité de rejoindre Ardian qui lançait aux côtés de ces 4 piliers traditionnels, ces 4 activités traditionnelles que sont le fonds de fonds, l'investissement direct, la dette privée et l'infrastructure, qui lançait du coup l'immobilier en ayant quitté le giron d'AXA, puisque Ardian c'est l'ancien AXA Private Equity. J'ai rejoint il y a un peu plus de 5 ans maintenant pour accompagner, pour participer au lancement de l'activité immobilier à l'intérieur d'Ardian. D'accord, donc au tout début du projet, quoi. Tout à fait. Super. Donc c'est une belle aventure intrapreneuriale. Génial. Et est-ce que tu peux préciser, pour le peu de gens, je pense, qui ne le savent pas, ce que fait Ardian Immobilier ? Alors, Ardian, la branche immobilier d'Ardian, elle a commencé par lever des premiers fonds qui sont des fonds qui ont vocation à travailler sur la rénovation urbaine et en particulier pour les premiers fonds sur la rénovation de bureaux. Donc, ce qu'on fait, c'est que on achète des bureaux obsolètes et puis on travaille à leur restructuration, à les positionner aux meilleurs standards, à les louer et puis ensuite à les revendre à des acteurs long terme. D'accord, il doit y avoir des choses à faire en ce moment. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'immobilier. D'ailleurs, on le fait en France, en Allemagne, en Italie, maintenant en Espagne aussi. En fait, il y a beaucoup de choses à faire dans ces vieilles économies avec des immeubles, un stock assez obsolète. Ouais. Et donc, oui, on s'ennuie pas. Super. Et du coup, en tant que directeur chez Ardian, concrètement, ton travail de tous les jours, qu'est-ce que c'est ? Sur quels enjeux est-ce que tu travailles ? Nous, on intervient sur toute la chaîne de création de valeur. On est organisé un petit peu différemment de structures plus traditionnelles dans lesquelles les équipes d'investissement et de gestion sont un peu séparées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont chargés de sourcer, d'investir et ensuite d'autres de faire de l'asset management. En l'occurrence, nous, on travaille par petits groupes de 2-3 sur des phases d'acquisition, de sourcing d'acquisition. Et puis ensuite, en fait, c'est la même équipe qui va aller du sourcing jusqu'à la cession
de l'immeuble, donc en passant par évidemment toute la phase d'acquisition, le financement, les négociations avec les contreparties, mais même ensuite, pendant la phase de gestion, c'est la même équipe qui va négocier les baux, donc trouver des locataires puis négocier des baux avec eux, qui va sélectionner toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, les architectes, etc., et puis les piloter pendant la phase de déploiement. C'est cette même équipe qui va aussi négocier les contrats de travaux avec les entreprises des entreprises qui réalisent les travaux, etc. Et c'est toute cette équipe-là qui va jusqu'à la cession de l'immeuble, donc trouver des acquéreurs, une fois qu'on a fait tout notre processus de création de valeur. Donc on a une vision assez complète du processus de création de valeur immobilière, et on a l'ambition en tout cas d'être une forme d'entrepreneur de nos projets. C'est extrêmement intéressant, donc de A à Z. Ok, et du coup pour remettre un peu de contexte, on parle de projets de combien d'années et de quel budget à peu près? C'est des projets qui sont assez rapides, donc on parle de projets qui se déroulent sur 3-4 ans, entre le moment de l'acquisition et le moment de la vente. Ça peut être un peu plus long, ça peut être un peu plus court aussi, mais en gros 4-5 ans c'est un peu notre sweet spot comme on dit. Et la taille des projets, elle est significative, parce que dès lors qu'on intervient, en tout cas pour ma partie sur la partie française, on intervient sur des projets d'une certaine taille, donc assez grand, c'est quelques milliers de mètres carrés à l'intérieur de Paris, jusqu'à quelques dizaines de milliers de mètres carrés en première périphérie. Okay. Et ça donne des valeurs, en volume des objets assez significatifs. Ok, très clair. Et du coup, ça fait 5 ans que tu es chez Ardian, donc tu as fini tes premiers projets. Absolument. J'ai quelques projets. On n'a pas commencé le premier investissement, c'est pas fait il y a 5 ans, parce qu'il a fallu quand même pas mal de boulot entre le moment où on arrive et le moment où on a défini une stratégie, levé des fonds et commencé à les déployer. Néanmoins, oui, il y a des projets qui ont déjà commencé à être vendus, qui sont en cours de travaux et qui seront livrés dans pas très longtemps. Super. Et du coup, concernant les avocats, parce que c'est un petit peu le sujet qui nous intéresse dans ce podcast, comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu as des avocats qui te suivent eux aussi sur l'ensemble du projet, ou est-ce que au contraire les avocats sont plutôt divisés par tâches finalement? Alors, étant donné qu'on intervient sur l'ensemble de la chaîne de création de valeur, en réalité, on est amené à mobiliser des compétences. Donc on passe. Les avocats, c'est des partenaires extrêmement proches qui sont fondamentaux pour nous. Donc, en revanche, on mobilise des compétences très très différentes entre l'acquisition, le financement et ensuite toute la phase de déploiement des projets, etc. Donc, il y a nos conseils, nos avocats peuvent nous accompagner au global sur l'opération. Néanmoins, régulièrement, on a besoin de compétences un peu plus spécifiques. Et en l'occurrence, sur une opération, on peut considérer que c'est assez rare qu'il n'y ait qu'un seul avocat qui nous suivent, mais en fait il y a pas mal d'avocats qui vont suivre toute l'opération. On a le même fiscaliste qui va suivre les aspects fiscaux de toute l'opération de A à Z, de l'acquisition jusqu'à la cession, mais c'est pas le fiscaliste qui va suivre l'audit du permis de construire par définition. Donc voilà, effectivement on a, on va dire, plusieurs avocats qui nous suivent sur toute la durée de l'opération. D'accord. Et ces différents avocats, ces différentes expertises, est-ce que tu vas les chercher au sein d'un même cabinet, ou est-ce que finalement tu as plusieurs cabinets qui interviennent? Non, c'est plutôt plusieurs cabinets. Ça peut arriver, c'est assez rare en l'occurrence d'avoir l'intégralité des compétences requises in-house, parce que parfois on peut avoir des points de droit assez particuliers, et puis même dans les grands cabinets, il n'y a pas forcément toujours le meilleur spécialiste de tel ou tel sujet. Et quand bien même ce serait le cas, on a parfois
besoin ou envie d'avoir voilà, des sujets un petit peu différents. On va en arriver, mais comme on a plutôt tendance, nous, à travailler avec des personnes en particulier, on peut avoir la volonté de travailler avec cette personne-là en particulier sur tel aspect, mais les compétences qu'elle pourrait mobiliser à l'intérieur du cabinet et qui seraient mobilisables chez d'autres personnes, ben, plutôt on a envie plutôt d'aller solliciter d'autres personnes avec qui on travaille dans notre cabinet. Donc il y a une vraie volonté de diversifier, en plus de cette nécessité d'aller chercher la bonne compétence qui n'est pas forcément dans le cabinet, ou pas forcément. Est-ce que le sujet derrière, c'est la diversification? Je ne suis pas sûr. Le sujet, c'est surtout de travailler avec les personnes avec lesquelles on se sent les bonnes personnes pour le bon exactement, projet. le plus en confiance sur tel ou tel sujet. Si elles étaient toutes dans le même cabinet, on n'aurait pas de volonté d'avoir d'autres cabinets, quoi. Voilà. Donc, c'est plutôt que les personnes avec qui on a envie de travailler, elles sont réparties dans différents... D'accord. Avant qu'on parle un peu plus profondément des personnes, des avocats, en termes de cabinet aujourd'hui, je ne sais pas si tu veux les nommer, si tu ne veux pas les nommer, libre à toi bien sûr, mais avec quel éventail de typologie de cabinet est-ce que vous travaillez chez Ardian? Nous on travaille beaucoup évidemment ou pas mais avec des cabinets du Magic Circle, donc c'est les gros américains ou anglais. On travaille aussi avec des gros cabinets français. On a un éventail assez large et ça va effectivement des gros cabinets américains ou anglais jusqu'aux gros français, jusqu'aux plus petits mais spécialistes français. Enfin voilà, c'est assez large. On n'a pas on travaille avec des gens très très différents. Donc vous travaillez aussi avec des cabinets qui sont plus petits en taille et qui sont très précis sur une expertise particulière? Absolument. Super intéressant. Est-ce que tu vois des différences, j'imagine que oui, et voire même des préférences peut-être, de ton côté vis-à-vis de ces différents cabinets, vis-à-vis de ces différentes typologies de cabinets? Non, parce que on choisit encore une fois des gens et en l'occurrence, si les personnes bougeaient dans des cabinets plus petits, etc., sans doute qu'on les suivrait. Donc, il se trouve que voilà, on a les personnes avec lesquelles on travaille sont dans ce type de cabinet-là, mais on est plus à la fin. Un avocat, il vend son jus de cerveau et plus que la marque qu'il a derrière lui. Donc, au fond, c'est ce qui nous intéresse. On peut avoir envie de se rassurer pour un certain nombre de sujets et être adossé ou avoir le nom d'un grand cabinet. Mais en réalité, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui se passe dans la tête de nos conseils, plus que le fait de se dire qu'ils sont à l'intérieur d'un gros cabinet. D'accord. Et c'est quand même important par moment d'avoir ce gros nom qu'est, je ne sais pas, J. McDermott sur une signature, parce qu'on parle d'un deal, je ne sais pas, particulièrement sensible, ou est-ce que c'est vraiment une histoire de personne avant tout? C'est une bonne question qui ne s'est pas encore posée, parce que en l'occurrence, il se trouve que parmi les personnes avec qui on travaille, elles sont plutôt dans des gros cabinets. D'accord. On n'a pas eu encore l'exemple de quelqu'un qui quittait pour aller dans un beaucoup plus petit cabinet. On se disait, j'en sais rien. Encore une fois, il faudrait qu'il y ait, que ce soit vraiment dans un contexte assez particulier et où, en l'occurrence, on serait peut-être pas forcément discrétionnaire dans notre choix des conseils, que parfois on doit partager, on doit faire valider nos conseils par d'autres contreparties, et en l'occurrence elles s'en sentiront plus à l'aise avec tel ou tel nom. Ça peut arriver. D'accord. Mais c'est souvent nous qui sommes amenés à choisir nos conseils, et en l'occurrence ce cas s'est pas encore présenté. D'accord. Donc vous choisissez surtout des personnes avant de choisir des cabinets, et concrètement, qui choisit et qui décide chez Ardian vis-à-vis d'un avocat?
Est-ce que c'est toi? Est-ce que vous êtes plusieurs? C'est souvent assez consensuel. Un membre de l'équipe propose un nom et puis il est validé par le reste. On travaille souvent avec les mêmes, pas forcément. Ça arrive de travailler avec d'autres. Ça arrive de passer aussi par des appels d'offres. Donc d'élargir un peu notre scope. C'est quelque chose qui se fait de manière assez consensuelle. Ça peut m'arriver d'en proposer un et qu'il soit validé ensuite par le reste des membres de l'équipe. Ça arrive que certains membres de l'équipe le proposent et ensuite que ce soit discuté avec le reste de l'équipe. Donc il n'y a pas de règle définie sur qui choisit. Ok, en tout cas, il faut arriver à convaincre vraiment toute l'équipe. Et donc, tu disais tout à l'heure que tu avais participé finalement à cette création d'Ardian Real Estate. Du coup, j'imagine que vous n'aviez pas encore votre répertoire de conseils vraiment établi. Comment est-ce que vous avez fait pour aller chercher les avocats qu'il vous fallait? Alors, on n'est pas parti on est parti zéro. L'activité a été lancée chez Ardian, mais les gens qui l'ont lancée, en l'occurrence, eux, ils avaient une expérience très 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 longue en immobilier, et donc eux, ils arrivaient aussi avec les conseils avec qui ils travaillaient, avec qui ils étaient en confiance, avec qui. Donc, il y a eu des sujets où effectivement il y a eu des appels d'offres. Qui ont été lancés et puis comment ça s'est fait, on a un appel d'offres un peu plus large et puis on réduit au fur et à mesure sur un certain nombre de critères. Est-ce que c'est des cabinets, est-ce que j'ai un enjeu par exemple international où je veux un cabinet qui soit présent dans toutes les juridictions dans lesquelles j'opère, auquel cas forcément ça limite beaucoup plus le champ des possibles et je lance mon appel d'offres sur la base des 3 ou 4 ou 5 qui arrivent à répondre à ça. Est-ce que c'est des sujets pour le coup vraiment transactionnels et donc je préfère prendre une personne avec laquelle j'ai travaillé depuis très longtemps, etc. Il n'y avait pas... ça s'est constitué aussi avec l'historique des gens, en fait, les gens avec qui on travaille. Ouais, les gens qui ont travaillé à créer cette structure ont amené leurs conseils et éventuellement on est allé en chercher d'autres en complément. Exactement. Et dans ce processus de choix, quand il y a eu des choix à faire, donc je parlais d'appel d'offres, comment ça se passe? Quels ont été les grands critères par exemple chez Ardian pour choisir un avocat? Est-ce que vous avez écarté des avocats parce que justement ils ne remplissaient pas ces critères? Alors, il y a eu, comme je disais, il y a eu quelques appels d'offres et puis d'autres fois où il n'y a pas eu du tout d'appel d'offres. Les appels d'offres en général sont faits où les critères, c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire c'est des problématiques un peu plus larges et donc les critères de sélection c'est la présence internationale et puis ensuite ça c'est le premier socle et puis ensuite on rentre dans le détail, il y a un pitch, ils viennent présenter leur expertise, ils viennent même si on connaît déjà les conseils, voilà, ils viennent présenter leur approche du sujet sur lesquels on les sollicite. Et puis après, il y a eu des éléments où c'est pas des appels d'offres, et donc quand c'est pas des appels d'offres, c'est j'ai fait telle transaction avec tel avocat, ça s'est bien passé, j'ai envie de travailler avec lui sur ce dossier-là, voilà. Et quand les avocats viennent présenter leur expertise, ce dont tu parlais, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que tu conseillerais finalement à un avocat qui vient peut-être pour la première fois ou la deuxième fois se présenter chez Ardian? Qu'est-ce qui est important? Il faut connaître son client. Ouais. Donc c'est vraiment prendre le pouls et bien comprendre quelle est la problématique du client, parce que c'est ça l'enjeu principal, qui est plutôt, d'ailleurs, les gens qu'on sollicite, ils ont bien compris cette approche-là et c'est vrai qu'ils l'adoptent. Mais la réalité, c'est on ne vient pas demander un catalogue d'expertise. On vient demander la compréhension
euh, des enjeux, et adossé à ça, évidemment, le fait de dire j'ai bien compris vos enjeux et d'ailleurs, j'en ai déjà fait, je sais comment ça se passe, etc. etc. Ouais. Mais c'est d'abord, je comprends. Et ensuite, je vous dis que j'en ai déjà fait et je vous dis mon benchmark, mes benchmarks, mes problématiques, etc. C'est pas oui, je sais tout, etc. Alors qu'en fait, on est peut-être à côté et qu'on n'a pas compris les enjeux. En tout cas, si on n'a pas posé les questions, on risque pas de. Si on n'a pas posé les questions, on ne comprend pas. Ok. Tu as été confronté à des avocats qui, justement, comme tu dis, te faisaient simplement un catalogue de leur expertise et n'arrivaient pas finalement à te parler en objectif client? Non. 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 On a la chance quand même de travailler ou d'être confronté chez Ardian vraiment avec des conseils de très 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 bon niveau, que ce soit ceux avec qui on travaille ou ceux avec qui on travaillera un jour. Et en l'occurrence, bien sûr, ils nous expliquent les compétences qu'ils ont. Néanmoins, ça reste des gens qui ont une excellente réputation sur le marché, où on sait qu'ils ont fait un certain nombre de transactions, d'expertise et tout. Et donc, quand ils viennent, ils ont pas besoin de venir nous expliquer à quel point ils sont forts. Ouais. Mais en général, ils arrivent déjà dans l'état d'esprit de je vais comprendre pourquoi, quels sont tes enjeux sur telle ou telle transaction ou alors t'expliquer tel ou tel point de droit qui fait que aujourd'hui on ne travaille pas ensemble, mais je te l'aurais tellement bien expliqué que je t'aurais donné envie qu'on travaille ensemble à l'avenir, etc. etc. D'accord. Donc tu dis finalement que tu as connaissance de leur expertise avant qu'ils viennent même se présenter. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi? C'est les conférences qu'ils font? C'est leur site? Concrètement, comment tu suis les cabinets d'avocats? Alors, en fait, il y a vraiment beaucoup de manières de suivre un cabinet d'avocats. D'abord, dans l'industrie immobilière, il y a plutôt je trouve en tout cas, il y a plutôt un bon niveau de communication. C'est-à-dire que il y a des sites, etc. On sait quelles transactions ont été faites et dans les transactions, en général, les conseils sont cités, ce qui permet de savoir un peu qui a fait quoi, qui sait faire plutôt telle classe d'actifs plutôt que telle autre, qui maîtrise tel niveau de transactions avec tel niveau de risque, etc. Donc, pour le coup, c'est déjà pas trop mal de pouvoir avoir cette vision-là. Ensuite, évidemment, il y a les plus gros qui arrivent effectivement à se permettre d'organiser des conférences, qui ont, alors si c'est pas des conférences physiques, c'est des conférences digitales, il y en a beaucoup aussi qui font passer, alors parfois d'ailleurs beaucoup plus petits, qui arrivent à faire passer des notes d'analyse sur tel ou tel sujet, etc. Et donc c'est un peu comme ça qu'on arrive à maintenir un bon niveau de tracking de qui fait quoi, comment, les visions, etc., etc. C'est des choses que tu lis, toi, par exemple, quand un cabinet t'envoie une note d'analyse sur un point de réglementation qui vient de changer ou des choses comme ça? Ça t'intéresse? Je ne peux pas dire que je les lis toutes, Ouais. mais dès lors que ça s'approche de ce que je recherche, oui, ça arrive régulièrement, bien sûr, de lire. Alors parfois, c'est vrai que parfois, c'est très bien de le faire, mais c'est un peu trop technique, et sans doute que c'est peut-être parfois plus destiné à des directions juridiques à l'intérieur des corporates, etc., plutôt que réellement à des équipes d'investissement ou d'asset management. Mais d'autres sont sont plus didactiques, ou alors c'est des thèmes qui sont plus compréhensibles pour nous. Donc non, c'est un bon moyen pour les avocats de se faire connaître, et c'est des choses qui sont plutôt lues par les conseils. Il y a plein de fois aussi où c'est même pas forcément structuré. C'est, je sais pas, il y a un nouveau le nouveau PLU de Paris va sortir. Il y a le pacte d'Emmanuel Grégoire qui commence déjà à être un petit peu diffusé. Et puis il y a des avocats qui vont le prendre, qui ont sans être sollicités par qui que ce soit, et qui vont pondre
une petite note d'analyse d'une page et elle va se retrouver diffusée à leurs différents conseils, à leurs différents contreparties, qui eux-mêmes vont les rediffuser. Et puis voilà, c'est comme ça. En fait, c'est comme ça qu'on arrive à voir ce que je disais, un peu le jus de cerveau des avocats, ceux qui arrivent qui ont des bonnes analyses, qui ont et tout. Ensuite, on creuse un peu plus, on les appelle directement, et puis c'est à partir de ce moment-là qu'on peut les solliciter plus officiellement sur un dossier plus spécifique. Super. C'est souvent ce qu'on conseille nous à nos cabinets, hein. Avant de chercher des choses extrêmement originales ou des sites web extrêmement bien construits, etc. Peut-être avant tout penser à comment est-ce que je pourrais aider mon client potentiel très simplement et finalement gratuitement dans un premier temps. Alors, la question de la gratuité, c'est toujours, je peux comprendre que ce soit un peu frustrant quand même, parce que c'est toujours un peu, enfin c'est du boulot quoi. Hein, donc, bien sûr. Mais moi, le site web, en fait, je ne sais pas si j'ai déjà consulté le site web des avocats avec qui je travaille. Ouais. En réalité, leurs notes d'analyse, etc., elles ne passent pas forcément par leur site web, elles sont envoyées à leur mailing list, etc. Peut-être que parfois, d'ailleurs, elles sont sur les sites web, je ne sais pas, il faudrait que j'aille... Tu vas jamais, c'est intéressant. Non, parce que le site web, c'est un outil très intéressant dès lors qu'on ne connaît pas du tout le cabinet, etc. Donc, parfois, pour établir... Mais... Enfin, je dis ça, mais en réalité, j'y vais quand même, mais c'est souvent pour aller récupérer les coordonnées d'un conseil, rarement pour aller me dire, tiens, je vais aller me balader pour comprendre ce que cette équipe-là fait. T'as d'autres choses à faire, j'imagine aussi. Oui, ça pourrait être intéressant, mais en général, soit je connais les gens avec qui je travaille, donc si j'ai des questions à poser sur les compétences qui sont in-house, bah, je vais appeler le contact et puis je vais lui poser directement les questions. Donc Tes cabinets en fait passent par d'autres canaux pour communiquer avec toi. Exactement. Très clair. Et tu as dit un truc tout à l'heure qui m'a fait un peu tiquer. Tu as dit, il y a des cabinets d'avocats, on sait qu'on va travailler avec eux. Je ne sais pas si c'est juste une formule qui t'a échappé ou s'il y a vraiment des cabinets d'avocats. Alors, j'ai dit, il y a les cabinets avec qui on travaille et ceux avec qui on travaillera. Ouais. Non, c'est pas une formule. Il y a beaucoup de gens très bons sur le marché. Je me souhaite d'avoir une carrière suffisamment longue pour pouvoir croiser le chemin de ces gens-là aussi, quoi. Donc ça nous arrive régulièrement de croiser, d'avoir des contreparties qui sont présentées par des très bons avocats, etc. Donc un jour peut-être qu'on travaillera avec ces gens-là, bien sûr. Ok, très clair. Et du coup, donc, tu disais tout à l'heure que tu choisissais avant tout des personnes, aussi parce que j'imagine que les avocats, il y a beaucoup d'intuitu personnel dans votre relation. Concrètement, j'imagine que oui, mais c'est important de bien s'entendre avec son avocat, humainement. Oui, c'est des gens avec qui on passe beaucoup de temps parce que on est dans un métier où en fait le juridique a une place énorme. En fait, on passe une grande partie de notre temps à négocier des contrats d'acquisition, ensuite des contrats avec nos contreparties, des contrats pour la réalisation des travaux, un contrat de bail avec nos locataires, un contrat avec notre maîtrise d'œuvre, etc. Donc vraiment le contrat c'est pas quelque chose qui se négocie une fois. Contrairement, j'ai écouté le podcast de Fred, qui disait nous, l'intervention, elle est plutôt au moment de l'acquisition, de la négociation des contrats, et puis ensuite, sauf si ça se passe mal, normalement, il n'y a plus rien. Nous, les conseils, en fait, pendant tout le cycle de création de valeur, ils sont très très présents. D'accord. Et donc, évidemment, c'est important, comme on passe beaucoup de temps avec eux, c'est important évidemment d'avoir des gens brillants avec qui on est en phase
dans leur manière de réfléchir, d'aborder les sujets, de se comporter aussi, parce que les avocats nous assistent énormément dans la négociation. Il y a une partie de la négociation en réalité qui leur est déléguée. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'avoir énormément confiance en eux, mais c'est voilà. Et aussi ils doivent être tout simplement sympas en fait. C'est comme on passe beaucoup de temps avec eux, c'est quand même plus. Quand on passe la nuit à négocier avec un avocat. Il vaut mieux être avec des gens sympas qu'avec des gens désagréables, c'est sûr. Hein. C'est clair. Tu parlais de Frédéric Pfister, donc, qui est directeur of grid chez Naughty Capital. Lui, justement, disait que dans ses projets d'investissement, le prix était une question capitale parce que finalement, le budget de l'avocat représente une forte partie de la marge du projet, de la rentabilité du projet. Est-ce que c'est aussi une réflexion qui est similaire chez Ardian, c'est-à-dire que le prix de l'avocat est budgété et extrêmement, finalement, c'est le critère principal ou pas du tout? Non, c'est pas le critère principal. On a vocation, nous, à ce que on paye des prix de marché, donc on ne veut surtout pas que nos avocats surfacturent les prestations, etc. En revanche, la taille de nos projets font que, en réalité, c'est un critère important, mais pas du tout le critère exclusif, parce que rapporté à des projets de taille très significative, en fait, le truc, c'est que comme un avocat facture à l'heure, et que son heure, elle coûte la même chose qu'un projet, quelle que soit la taille du projet, évidemment, plus gros seront les projets, moins l'enjeu de prix jouera. Exactement. Donc nous, comme on a des projets qui sont de taille significative, c'est un des critères, mais pas le critère exclusif. Parfois, je vous renverrai à son podcast, mais dans son podcast, on comprenait qu'il commençait par la ligne du bas, et ensuite, si le budget fonctionnait, il remontait pour comprendre les sujets. Non, nous, c'est un des critères, mais ce n'est pas le critère exclusif. D'accord, très clair. Et si tu devais citer un critère exclusif pour tes avocats, pas exclusif, mais primordial en tout cas, c'est un seul, c'est un peu dur. Il y en a plusieurs, donc si je sors un peu du cadre, moi je dirais dans les critères très importants, c'est une grande expertise, évidemment, et puis ensuite une vraie compatibilité avec son client. Et je pense qu'un certain nombre d'avocats qui travaillent avec nous ne fonctionneraient pas du tout avec d'autres types de clients, et réciproquement. Nous, on aime bien, on a besoin de gens en qui on a très confiance, qui savent aussi négocier à la manière avec laquelle on aime bien négocier nous. Donc parfois on aime bien qu'ils soient agressifs, parfois on aime bien qu'ils ne le soient pas du tout, parfois on aime... Voilà, donc c'est des enjeux de compatibilité avec le client. J'allais dire, tu les pilotes en tant que tel, c'est-à-dire que tu dis là, j'aimerais des fois que j'ai besoin, des fois que mon conseil soit agressif en négociation, etc. C'est des choses que tu leur dis. Là, il faut être agressif parce que. Est-ce que ça peut arriver? Alors, ils le sentent. D'abord, ils ont souvent une bien plus grande expertise et expérience, en tout cas, en négociation que moi. Donc, puisque en fait ils accompagnent beaucoup plus de projets, ils ont vu quand même en général beaucoup plus de choses, ils savent un peu le bon ton à adopter là où il faut. Donc j'ai pas grand chose à leur apporter de ce point de vue-là. Ça peut arriver qu'on se coordonne parce que on a envie justement que bon, et puis après c'est à eux, ce qu'on aime aussi, c'est que c'est leur capacité souvent à nous rassurer, à nous dire parfois nous on va être un peu butés sur un point, et eux à remettre un petit peu en perspective, et réciproquement d'ailleurs. Ça arrive qu'ils butent sur un point de droit, etc. Et puis quand on creuse quels sont les enjeux derrière, si ça tourne mal, etc. En fait on se rend compte nous que par rapport à nos enjeux, c'est relativement mineur, et donc on leur dit que voilà. Donc c'est une espèce de pas de deux
qui, quand il fonctionne bien, donne vraiment des super résultats. Quand il fonctionne mal, c'est comme en danse, on se marche sur les pieds, etc. Et ça ne fonctionne pas. Donc, la coordination avec le client, elle est très, très importante. En plus, évidemment, de l'expertise et tout, mais sur les phases vraiment d'interaction avec les contreparties, avec les parties adverses, c'est très important d'être sur la même longueur d'onde et pas de se retrouver contredit par son avocat ou soi-même contredire son avocat, etc. C'est vraiment, on doit être main dans la main Main dans la main, un vrai partenaire. Et est-ce que tu arrives à avoir des cabinets d'avocats qui se mouillent, j'allais dire. C'est-à-dire pas seulement qui te disent voilà Omar, tu as 3 possibilités, mais qui te disent voilà Omar, il faut prendre la possibilité numéro 2. C'est un très bon point parce que c'est malheureusement un défaut des avocats, mais que je comprends aussi parce qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière. C'est effectivement peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Bon. Ouais. Et en l'occurrence, ceux avec qui on travaille, c'est aussi un critère de sélection. C'est des gens qui se mouillent. D'accord, qui se mouillent et qui te disent non, mais c'est pas je vais te faire un catalogue des possibilités que tu as. Ouais. C'est que je vais te dire voilà le catalogue. Moi, si je suis toi, je fais exactement ça, pour ça, pour ça, pour ça. À la fin, c'est toi le client, tu prendras ta décision. Oui, bien sûr. Moi, je te la conseille très vivement. Parfois, ils sont même capables, ils l'écrivent. Parfois, bon. Et ça, c'est un confort assez incroyable que d'avoir des gens qui sont capables de dire voilà, moi, voilà le chemin que je prendrai et voilà tes enjeux, tes risques, etc. Et ils sont assez rares, mais quand on en a des comme ça, on s'accroche très fort à eux. Ça se comprend tout à fait. Et est-ce que tu as déjà des avocats du coup qui se mouillent et qui se sont trompés? Et si ça oui, arrivera comment ça s'est passé quoi? Peut-être un jour, ça n'est pas encore arrivé. D'accord. Donc, si la question aussi derrière, c'est comment je réagis, je n'en sais rien parce que pour l'instant, ça n'est pas arrivé. Après, il n'impose pas. Alors, sauf quand c'est des et donc, c'est une décision très fortement influencée. Ça reste quand même la décision du client. Et donc, c'est quelque chose en général où on ne peut pas dire « Ah ben non ». Enfin, l'idée derrière le fait d'avoir des avocats qui se mouillent et qui prennent, c'est pas de se décharger de nos responsabilités et de dire si jamais ça tourne mal, c'est la faute de l'avocat. C'est pas du tout ça. L'idée derrière, c'est juste d'avoir quelqu'un qui nous aide à y voir plus clair et pas plus obscur. Bien sûr. Et donc, qui nous expose très clairement les enjeux et les risques. Et donc, parfois, il peut très bien nous dire, ben voilà, moi je vous conseille cette voie-là, voilà quels sont les risques de cette voie-là, mais moi je les estime faibles, mais faibles c'est pas nul, et donc si les risques, si ça se passe, ben en l'occurrence c'est une décision que j'aurais prise, et puis en connaissance de cause. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui présente les choses de manière très précise, très claire, avec tous les enjeux, et dans les enjeux, il y a des risques aussi, et si les risques arrivent, même s'ils avaient des probabilités d'occurrence faibles, eh ben ça reste à la fin le problème c'est le client, et donc là où on appréciera, c'est la capacité de l'avocat à nous accompagner à trouver des solutions pour limiter les impacts de ces décisions. Et qui dit risque, je rebondis un peu sur ce que tu dis, qui dit risque dit forcément potentiel contentieux, en tout cas souvent. Est-ce que c'est déjà arrivé chez Ardian? Et qui vous a accompagné sur ces contentieux-là? On n'en a pas encore. D'accord. Mais si on en avait, en général, bon, il faut quand même que l'avocat qui a
qui a travaillé sur le dossier soit autour de la table pour quand même expliquer les enjeux et puis sa vision de l'époque. Et puis, comme c'est pas des spécialistes du contentieux, les personnes qui nous accompagnent, évidemment, elles s'adosseraient sans doute en plus à un conseil spécialisé en contentieux. Ok. Et ça, pareil, des conseils spécialisés en contentieux, tu en as déjà en tête au cas où il faudrait que tu ailles le chercher? Non, j'en ai pas en tête. Ouais. J'ai eu assez peu d'occasions dans ma vie, enfin assez peu, ou pas d'occasion pour l'instant, de travailler sur, enfin, ou d'avoir des sujets contentieux. En tout cas qui nécessitait qui était parti, donc non, ça pourrait il faudra se poser la question à ce moment-là de qui prendre. Et si tu devais en trouver un, tu chercherais où? Alors, je m'adosserai, chez Ardian, Ardian est quand même une plateforme maintenant d'une taille très significative. Il y a une direction juridique très capée, très solide, qui a vraiment une très très grande expérience. Et donc, les premiers à qui je poserai la question, c'est eux. D'accord, en fait, ça rentre par là, quoi. Exactement. Ok. En fait, finalement, moi, si Ardian m'intéresse, bon, a priori, je serai déjà dans votre environnement, parce que vous avez l'air quand même de beaucoup regarder le marché des avocats, parce que c'est un sujet crucial. En fait, il faut à la fois que j'aille fournir de la valeur à Omar, directeur chez Ardian Real Estate, et à la direction juridique, parce que c'est main dans la main que le choix se fait. Chacun peut, dès lors que le périmètre c'est les deals, en général c'est quelque chose qui est gardé au niveau de l'équipe transaction, on va dire, asset management, investissement et asset management. Le reste, les questions de structuration, éventuellement de contentieux et tout, effectivement la direction juridique est quand même très impliquée. D'accord, ok, très clair. On arrive peu à peu vers la fin de ce podcast. Comme tu le sais, nous, chez Anomia, on aide les cabinets d'avocats sur tous ces aspects finalement business de leur activité. Toi qui collabores très souvent avec eux, est-ce que tu vois un peu des points qui sont cruciaux et qui aujourd'hui ne sont pas tout à fait adressés du côté des cabinets d'avocats? Des points finalement, des axes d'amélioration? Ou est-ce que finalement pour toi, en tout cas de ton point de vue, tout fonctionne très très bien? C'est toujours, alors, qu'est-ce qui serait perfectible? On peut toujours améliorer les choses. On a la chance quand même d'être accompagné par des avocats qui ont en réalité une grande expérience de notre métier et qui, par leur expérience, le fait d'avoir vu pas mal de choses, etc., bon, quand ils travaillent sur les dossiers, au bout d'un moment, ils arrivent quand même à bien comprendre quels sont les enjeux et comment fonctionne chaque type d'investisseur immobilier dans notre cas. Et donc ils savent, nous on a la chance dans nos conseils, je pense à un en particulier, on a l'impression qu'on est son seul client, en fait, c'est assez extraordinaire. C'est génial, c'est assez extraordinaire. Et donc, quand ce conseil-là pense à nos sujets, il a une vision 360, sans d'ailleurs pousser à ce que ces sujets-là soient traités via lui, mais c'est systématiquement, est-ce que vous avez pensé à tel sujet, est-ce que vous avez pensé à tel autre, et des sujets vraiment, c'est un vrai bonheur d'ailleurs, de se dire, tiens, si jamais j'ai oublié, je sais pas, de préparer mes pouvoirs pour les signatures, en fait, moi j'aurais peut-être oublié, mais eux ils n'auront pas oublié, ils m'auront relancé quelques semaines avant en disant est-ce que tu as bien pensé à ça, est-ce que tu as bien fait ceci, tu as bien fait cela. Je pense à un autre encore qui
dans un autre cabinet qui, lui, va pouvoir te dire, bah tiens, sur tel sujet, donc là, il y a une négociation avec le contrat, avec l'entreprise qui fait des travaux. Est-ce que tu as bien fait attention à regarder ce que t'autorise ta doc de financement? Est-ce que la banque, elle t'autorise bien à signer ce contrat-là, etc. Et on a quand même beaucoup de chance d'avoir des conseils qui sont capables d'avoir une vision 360, y compris sur des choses qui ne sont pas directement dépendantes d'eux. Et ça c'est ce que, si j'avais un conseil, c'est vraiment essayer pour les autres de vous mettre un petit peu à la place de votre client et en se disant, au moins sur l'aspect transaction, etc., à quoi il doit penser. Et pas juste, il m'a sollicité sur faire la transaction, négocier la doc avec le vendeur, donc je négocie la doc avec le vendeur et je ne m'intéresse pas à ce qui se passe sur la doc de crédit ou ce qui va me bloquer ensuite pendant le déroulé de mon business plan, etc. Ça, c'est quand on a trouvé des conseils comme ça, c'est une plus-value assez extraordinaire. Et donc, si j'avais un conseil, c'est plutôt pour les autres d'essayer de tous de basculer un peu dans cet état d'esprit-là. Ok, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. En fait, finalement, c'est une espèce de checklist de ce à quoi doit penser mon client, de ce à quoi il doit faire attention et qui va aller finalement le rassurer pour que le client puisse se reposer sur l'avocat. Absolument, parce que on est des toutes petites équipes et donc nous, toute la partie interaction et tout, c'est une première étape, mais ensuite en découle beaucoup d'éléments. Donc on a nous-mêmes, c'est des phases, les phases d'acquisition en particulier sont des phases assez intenses. Et donc le fait de savoir qu'on peut se reposer beaucoup sur nos conseils pour pas se réveiller la veille de la signature en se disant merde, j'ai oublié tel élément ou tel autre, ou alors on a laissé passer ce point-là qui va nous embêter ensuite dans la négociation de tel autre acte et tout. Ouais, c'est vraiment, ça a beaucoup de valeur, ça. Super. Et peut-être une dernière question. Tu travailles dans l'immobilier, donc j'imagine que les notaires sont aussi une profession importante. Est-ce qu'ils viennent en complémentarité? J'imagine que oui, des cabinets d'avocats. Est-ce que parfois ils sont en concurrence? Comment ça se passe pour toi, cette articulation? Ils ne sont pas en concurrence, à mon sens. Okay. Mais le notaire, déjà, il a une position plus officielle dans le droit, entre guillemets, et donc il a des engagements de responsabilité qui sont très très forts. Et donc, sur ce qu'on appelle des asset deals, c'est-à-dire vraiment des deals purement immobiliers, c'est souvent quand même lui la personne centrale dans la transaction qui va auditer justement tous les aspects notariaux, donc les titres de propriété, et il a une responsabilité, il engage directement sa responsabilité. En général, quand il n'a pas la possibilité de dire je crois que en fait les titres sont propres. En fait, c'est sa responsabilité derrière qui est totalement engagée. Est-ce qu'ils peuvent être en concurrence? Parfois, ce qu'on appelle des share deals, c'est-à-dire de l'acquisition de parts de sociétés propriétaires d'immeubles. Là, ça ne passe pas, ce n'est pas des actes qui doivent être enregistrés et donc qui passent par les notaires, etc. Donc, dans ces cas bien précis, ils peuvent avoir un scope un petit peu réduit et donc un peu plus de place pour les avocats sur ces parties-là. Néanmoins, tous les avocats vous recommandent très vivement d'avoir un notaire dès lors qu'il y a une transaction immobilière, d'être accompagné par des notaires pour... Ils sont capables de les conseiller d'ailleurs. Absolument. Et l'audit des aspects notariaux, ils disent c'est un notaire qui doit le faire. D'accord, très clair. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu veux garder le mot de la fin, que ce soit pour les avocats qui nous écoutent ou pour tes conseils actuels?
Alors, pour ceux qui nous écoutent, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment essayer de bien penser à quels sont les enjeux de vos clients, à la fois long terme, dans la négo, qu'est-ce qu'il a prévu votre client? Est-ce que c'est des des actifs qu'il va conserver? Qu'est-ce qu'il va les transformer? Il va les revendre un jour? Qu'est-ce qui se passe? On ne négocie pas de la même manière en fonction des enjeux. Donc pensez, et ça c'est sur le long terme. Sur le plus court terme, c'est ce que j'évoquais, c'est un peu essayer de vous placer à la place de votre client en se disant je fais ma vision 360 degrés sur la transaction, à quoi je dois penser sur le financement, sur tel et tel élément. Et puis pour ceux avec qui on travaille, les remercier très vivement de la grande qualité de leurs interventions et du plaisir quotidien qu'on a à interagir avec eux, tant d'un point de vue professionnel que même plus personnel. Génial, je pense que le message est passé. Omar Cher, merci beaucoup. Avec plaisir. D'être venu dans ce podcast, c'était vraiment un plaisir. Et je te souhaite la meilleure continuation possible chez Ardian Real Estate. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles, ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia.fr. À bientôt!